Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro des Mardis du Petit Lectorat. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir la romancière Annie Lulu, dont le roman La mer Noire dans les Grands Lacs, a publié chez Julliard en 2021, a été couronné par les prix Saint-Gore et le prix de la littérature de l'exil. Merci Annie Lulu et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup de m'accueillir. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Très rapidement, deux mots sur ton premier roman, La mer Noire dans les Grands Lacs. Dans ce roman, tu campes le personnage Nelly, la narratrice, qui se trouve au bord du lac Kivu au Congo et qui raconte cette histoire à son enfant à naître. Il parle de sa vie, de son itinéraire de vie depuis Bucarest, en passant par la France et ensuite au Congo, à la recherche, bien évidemment, dans le sillage, on va dire, de ce père inconnu. Alors, certains journalistes, commentateurs et littérateurs définissent ton œuvre comme un roman autobiographique, mais ils le font à tort. À tort, absolument. Parce que ton itinéraire de vie est totalement différent de celui de Nelly. Cependant, il y a beaucoup de similitudes. Elle est de mère roumaine comme toi, de père congolais, etc. Elle va passer par la France, etc. Et donc, tout cela pour dire, est-ce que tu as eu cette conscience de jouer sur cette frontière entre le factuel et le fictionnel? Et est-ce que tu as fait exprès de brouiller les pistes ou tout bonnement d'abolir cette frontière? C'est toujours étrange pour moi de revenir à ce moment, ce choix, où j'ai décidé de changer complètement les différentes options littéraires que j'avais engagées, que j'avais prises en fait. J'ai eu un premier manuscrit, même en fait un deuxième, mais on va dire un premier abouti, dans lequel j'avais choisi un point de vue omniscient, parfois même externe pour certains passages, donc avec une narration radicalement différente. Et Nelly était une jeune femme entourée, avec plein de personnages, et on la suivait comme ça dans sa pérégrination de la Roumanie jusqu'au Congo avec ses amis. Il y avait un personnage qui s'appelait Cipriane, il y avait Michel, mais elle était radicalement différente. Et puis arrive ce moment où, enceinte, elle se retrouve au bord du lac Kivu, sur le point de donner la vie. Et là, j'ai repris l'écriture de tout le roman, à partir de ce point de vue singulier, radicalement subjectif. Et c'est posé pour moi la question, effectivement, de ce glissement qui advient sans cesse pour le lecteur, entre l'auteur et le narrateur. À partir du moment où on choisit le jeu, que c'est un jeu subjectif radical, vraiment, puisque là, il y a une expression intime, on n'est presque pas destiné à la parole de ce personnage. Elle parle à son ventre, littéralement. Elle parle au bébé qui est dans son ventre, qui peut l'entendre mais pas la comprendre. Et c'est un petit peu comme des bribes de sa vie qui sont volées dans une parole très intime. Et je pense que même parfois elle chante, et parfois elle se berce, et parfois elle pleure et elle enrage. Et on la suit comme ça depuis l'intérieur, depuis son ventre finalement. Et donc du coup, le fait qu'il y ait cette proximité culturelle entre elle et moi, forcément ça conduit le lecteur à un endroit à penser que c'est moi qui parle. Alors, c'était très agaçant pour moi au début, parce que je voyais les choses en plus avec un regard hyper critique. Je me disais, mais en fait, donc c'est interdit, la fiction à la première personne. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de son lieu en utilisant l'outil fictionnel à la première personne. Sinon, automatiquement, l'identification est faite. Et donc, qui que l'on soit, si j'étais un homme de 40 ans, originaire, je sais pas moi, d'ex-Yougoslavie, et que j'avais écrit un récit à la première personne
qui aurait été celui d'un homme de 40 ans originaire d'ex-Yougoslavie. Est-ce que cette identification aurait été faite? Je pense aussi. Il y a des similitudes indéniables. Les similitudes, elles sont essentiellement culturelles. Et puis, elles reposent autour de la naissance, en fait. Effectivement, une étudiante roumaine, un étudiant africain qui se rencontrent à la faculté de Iași. Et Iași, c'est une ville aux mille merveilles en Roumanie. C'est la ville de la culture. C'est une ville avec une histoire particulière dans la région nord-est, en Moldavie. Et cette rencontre, bien, c'est pas du tout la rencontre entre mes parents, mais moi, j'ai imaginé une autre rencontre pour elle, pour sa naissance à elle. Et puis le fait qu'elle soit à la fois roumaine et congolaise et que la France soit au carrefour entre ces deux mondes-là. Mais Nili est comme une des sœurs que j'ai eues et que j'ai pas connues. J'ai dû me projeter dans le corps, l'esprit, la tête, la sensibilité d'une jeune femme qui n'a pas eu ma chance à moi, c'est-à-dire de grandir avec ses deux parents. Moi, je suis l'aînée d'une sororité, on est 3 filles, donc, dont une deuxième qui est née en Roumanie aussi. Donc j'ai pas cette solitude que mon personnage a par rapport à cette naissance singulière. Et puis j'ai grandi avec mes deux parents en France. Enfin, ils se sont mariés, ils ont fondé un foyer, absolument le contraire de ce qu'a connu cette jeune femme. Et pourtant, cette conscience, parce que j'entendais les récits de mes parents, en grandissant, et puis après à l'adolescence, de plus en plus d'informations, et ensuite en commençant l'écriture de ce roman, eh bien, ils m'ont délivré des souvenirs très durs qu'ils avaient, parfois avec beaucoup de tristesse, parfois avec le cœur complètement serré, abîmé par les images de ces enfants qu'ils ont vus, ces enfants métis, et dont ils ne savaient pas ce qu'ils étaient devenus, mais dont ils imaginaient ce qu'ils avaient pu devenir, et parfois dont ils savaient leurs conditions horrible de vie. Et je me suis sentie comme une rescapée, en fait. Et donc, du coup, Nili, c'est un peu la voix de ses frères et sœurs, pour moi. De ses frères et sœurs, je les appelle mes frères et sœurs de l'entremonde, de ces enfants qui sont nés avec l'idée, la perspective d'un projet de société d'une Afrique socialiste, d'une union comme ça entre l'Europe de l'Est et l'Afrique, avec un projet de société qui s'est effondré en 90, qui n'a pas eu lieu, et donc qui n'ont eu de place nulle part. Moi, il y a un passage, plusieurs passages même, du roman, et notamment après le meeting, pendant le meeting, il y a la police qui est arrivée, et vous allez vous retrouver, Nili. Donc c'est que les choix ont fonctionné. Ouais, tout à fait. Alors, il y a eu ce passage, Nili participe activement dans un mouvement d'émancipation aux côtés de son amoureux et de sa cousine. Et ce meeting va finir en queue de poisson. Nili et sa cousine et son amoureux vont se retrouver, d'ailleurs sa cousine, c'est une autre histoire, vont se retrouver dans une salle d'interrogatoire, voire de torture. Et donc là, il y a l'apparition du père. Et ça m'a rappelé La vie et demie de Soni Laboutansi, ce mélange de violence et de mystique, bien évidemment. Et donc, je sais aussi que tu es une fine lectrice de Chikaya Utamsi. Donc, je voulais te demander, est-ce que tu t'inscris dans une filiation littéraire par rapport à ces figures immenses de la littérature congolaise? Pour ce roman, indéniablement. Alors, pour la poésie de Nili, qui est une voix particulière, puisqu'elle décide, elle, d'utiliser sa langue, la langue, en laissant toutes les autres langues traverser cette langue. C'était Chikaya qui disait qu'il colonisait le français, alors qu'il écrivait bien en langue française. Il était d'ailleurs qualifié de Rimbaud congolais. Et il avait un rapport absolument virtuose aux images, aux métaphores. Mais dans ce rapport-là vivaient ces langues, les langues de son père, de sa mère, à travers le français.
Et j'ai voulu faire en sorte que, comme une sorte de réponse, d'hommage, très humblement, faire en sorte que la voix de Nili soit aussi un espace où ces autres langues, donc ces autres imaginaires, viennent s'incruster. Et effectivement, la scène dont tu parles, la scène de torture, d'électrocution, après la manifestation de la lucha qui a été très sévèrement réprimée, il y a l'apparition du père, et c'est effectivement exactement ça, le corps des morts qui revient et qui essaye de parler, dont on n'entend pas le son mais qui parle, et que l'on retrouve dans ce texte magnifique de Sony Laboutansi, qui est La vie et demie. Et cette figure du père qui serait un corps mort mais résistant parce qu'il revient tout le temps hanter le criminel absurde, mais pas simplement le criminel absurde, le lecteur qui tolère l'absurdité de ce monde. J'avais envie que comme ça, ce père qui est en même temps une figure de résistance, qui est en même temps un héritier de Lumumba, qui réapparaisse à travers cette théâtralité à la fois poétique et morbide qu'on trouve chez Sony. Donc oui, pour ce roman en particulier, il y a effectivement ces deux influences, et j'ai essayé de rendre hommage à ces, comme Nili les appelle, mes deux pères de nuit, finalement. Elle qui a grandi sans père, Chikaya et Sony, Chikaya ou Tamsi, et Sony Laboutansi, dont Tamsi et Tansi d'ailleurs sont d'une génération à l'autre un hommage de l'un à l'autre qui répond en prenant le même nom avec une autre prononciation. Je trouve ça magnifique. Effectivement, il y a quelque chose de l'hommage, et j'ai cherché à m'inscrire dans cette tradition masculine par la voix d'une femme. Mais par ailleurs, j'ai été nourrie de toutes sortes de littérature, et notamment d'Europe de l'Est, mais pas simplement, d'Amérique latine aussi, et aussi parmi les grands auteurs qui m'ont énormément marquée, ce dont je me suis rendu compte simplement après avoir terminé mon premier roman français, de langue française, c'est Jean Giono. Il a forgé mon imaginaire de manière tout à fait inattendue, notamment par la présence symbolique d'éléments récurrents dans son travail. Je pense à l'olivier qui représente la littérature chez lui et que l'on retrouve au fur et à mesure dans ses textes. Donc oui, en fait, j'ai beaucoup plus lu Les Grands Chemins, Noé, Un roi sans divertissement que d'autres textes. Mais pour autant, effectivement, Chikaya et Sony sont fondateurs à partir de l'âge de 20-21 ans chez moi. Oui. Très bien. Alors, je vais lire ce passage qui m'a beaucoup interpellé, et tu vas voir pourquoi. Parce que après, je vais te poser une question. Et toi, mon fils, avec cette éclipse précédente à venue, tu vas te demander un jour pourquoi j'ai choisi un pays où tu peux disparaître. Tu m'en voudras de ne pas t'avoir donné la chance de grandir loin de tout ce fracas de l'équateur monocorde, si fortement vibrant que ça te détruit l'envie, ça te détruit l'imagination. L'imagination d'espérer l'avenir hors d'une boîte rouillée par l'air humide. Tu sais, je préfère te le dire tout de suite. Là-bas, dans le vieux monde pourri que tes frères rejoignent en dépouilles flottantes, en cervelle coulée, au péril d'un silence acéphale, tout est simple et accessible. Mais ici, dans la cocotte minute explosive des frayeurs mijotées au détour de la tombée de 18 heures, au plus dangereux de notre promenade, tout est possible. Voilà, Nili quitte l'Europe pour l'Afrique, pour le Congo, et elle va se mêler de politique. Elle va retrouver l'amour. Est-ce que elle va parler beaucoup d'émancipation et de fraternité? Tu en parles beaucoup, de nos frères maliens, de nos frères béninois, etc. Est-ce que tu es africaniste? Est-ce que tu te réclames de l'africanisme, du panafricanisme, pardon? Est-ce que tu te réclames
du panafricanisme? Je suis africaine. Et donc, ça implique une conscience. Alors, moi, je ne suis pas née sur le continent, je n'y ai pas grandi, mais je suis tributaire de l'héritage paternel, de celui de mon grand-père, de celui de ma grand-mère aussi, qui viennent tous les deux de cultures très fortes au Congo RDC. Mon père est né à Goma, dans l'est du pays, et donc c'est aussi la zone swahilophone, avec encore d'autres enjeux, à la fois politiques, économiques, mais aussi un autre univers culturel que Kinshasa, par exemple. Enfin voilà, il y a plusieurs mondes au Congo. Il y a plusieurs univers qui cohabitent, qui coexistent au Congo. Et cette transmission, elle a été faite très tôt, très jeune, chez moi, puisque j'ai grandi avec mes cousins, cousines, tontons, tantines, des dizaines d'entre nous, entre la France et la Belgique. J'ai eu la chance de pouvoir être connectée à ma culture paternelle et d'en tirer le meilleur en réalité, et qu'on m'en transmette à la fois l'esprit de résistance, parce que le Congo, c'est la terre des prophètes en résistance, et à la fois le goût de l'intelligence et d'un certain rapport au savoir qui naît de l'élaboration collective. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marquée en grandissant. Est-ce que je suis panafricaine, panafricaniste? Je pense qu'en lisant le texte et en lisant le glossaire, la plupart des lecteurs se rendront compte effectivement que je n'ai pas pu faire l'économie de délivrer un certain nombre de messages à l'intérieur de ce texte. Et puis j'ai choisi de faire parler une femme africaine qui quitte l'Europe pour aller en Afrique. Donc elle décide, elle, de faire ce qu'elle estime être la chose la plus sensée. Elle estime que c'est la chose qui va la rendre vivante. Elle estime que c'est le chemin par lequel elle va devenir une femme adulte complète. Elle décide de faire le chemin inverse, entre guillemets. Et en fait, c'est pas un chemin inverse, puisque dans sa vie, tout se remet en ordre à partir du moment où son regard et son cœur se tournent vers l'Afrique. Et il y a cette idée que c'est le lieu de vie, c'est le lieu de bouillonnement. Oui, c'est dangereux. Oui, l'endroit où elle arrive, politiquement est instable, économiquement c'est difficile. Oui, il y a aussi le fait qu'elle vient d'une situation privilégiée, et elle se le prend en plein visage. Elle qui était l'enfant métisse dans une société où personne ne lui ressemblait, où elle a grandi, se retrouve soudain dans une situation où elle est socialement privilégiée, et elle enrage, et elle transmet à son fils la conscience, la colère contre cette condition justement de privilège attachée à la peau, etc. Elle a des mots extrêmement durs sur ça. Et c'est un chemin de vie. Et son chemin de vie, c'est que le Sud devient le Nord. Et c'est le sens de la boussole. Et pour moi, c'était important de l'écrire. Pas simplement de le dire ou de le défendre sur le plan des idées, sur le plan... de l'écrire dans un chemin de vie singulier, avec une force poétique, avec un défi, un challenge par rapport à la langue aussi, et de se réapproprier cet espace de la parole féminine à l'intérieur du texte pour dire cette vérité-là. Elle se réalise, elle devient une femme parce qu'elle quitte l'endroit de sa naissance pour aller vers l'endroit de sa véritable naissance. C'est un accomplissement pour elle. Totalement. Et il y a une part de fantasme aussi chez moi. Là, c'est certain, parce que j'ai fait des choix de vie différents de ceux de Nili. Nous sommes ensemble aujourd'hui, et donc forcément. Et nous ne sommes pas à Kinshasa aujourd'hui, nous ne sommes pas à Bukavu pour parler ensemble, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais en même temps, cette conscience est très forte et guide la plupart des choix que je fais. Des choix créatifs, en tout cas que je fais, ça c'est certain, dans mon rapport à ma part africaine, j'ai envie de dire. Alors, oui, bien entendu, le panafricanisme, qui connaît de multiples courants et qui est d'une richesse historique extraordinaire. D'ailleurs, j'invite les lecteurs
à s'y intéresser. Il y a un travail magnifique fait par un historien qui s'appelle Hamzat Boukari Yabara. Et ce livre s'appelle Africa Unite. Et donc, c'est un historien qui a retracé l'histoire du panafricanisme avec une précision, une érudition, vraiment, mais c'est très accessible. Et je pense que c'est intéressant justement de voir dans quoi ce chemin de Nili s'inscrit, puisqu'elle fait référence à Kwame Nkrumah, à Amilcar Cabral, à Patrice Lumumba. Tous ces gens sont présents, Julius Nyerere. Tous ces gens sont présents dans le texte parce que tous ces gens, quelque part symboliquement, sont son père. Et donc, et d'ailleurs, elle va tomber amoureuse d'un jeune homme qui est comme la réincarnation de Lumumba pour elle, à ses yeux. Donc il y a cette force du père et aussi une force de la résistance qui se transmet, et elle va avoir un fils, et donc elle délivre ça à son tour. J'ai pris énormément de plaisir à réexplorer à la fois ma culture paternelle, mais aussi à aller découvrir d'autres horizons, et à affiner mon regard, et aussi à déplacer le regard du lecteur français à l'intérieur de ce texte sur un certain nombre de préjugés culturels que nous avons à l'égard des étudiants africains, par exemple, d'expliquer qu'ils étaient des privilégiés, des personnes qui avaient des bourses d'excellence, qui venaient de lycées ultra sélectifs, pire qu'Henri IV. Enfin, les gens n'imaginent pas ce que ça devait être à l'époque d'avoir une bourse d'excellence en terminale d'un lycée de Kinshasa pour aller étudier en Europe. Et ces jeunes gens choisissaient l'Est. Ils choisissaient d'aller étudier en Union soviétique ou dans les pays satellites. C'était des pays amis aussi. Il y avait un projet de société derrière, de construction. Et donc, il arrivait dans une même famille que certains aillent étudier à l'ouest et d'autres à l'est. Mais sinon, il arrivait souvent que les engagements du père, et je pense que ça a été bien sûr le cas dans ma famille, conduisent les fils, plus rarement les filles, mais il y en a eu, à aller vers ce qu'ils estimaient être le futur du monde. Et donc, à aller faire leurs études à l'époque, je dis en Union soviétique parce qu'aussi, il y en a eu en Russie, etc. On voit quoique la Roumanie ne faisait pas partie vraiment de l'Union directement. soviétique. C'était ce qu'on appelait un État satellite. Tout à fait. Et un État qui a accueilli énormément d'étudiants africains étrangers, qui à cette époque vivaient dans des conditions tout à fait privilégiées par rapport à la population. C'était des jeunes gens très éduqués, cultivés, engagés politiquement, qui avaient un futur assuré, à des postes de direction à leur retour, et qui avaient pour rêve d'industrialiser l'Afrique, de construire une Afrique socialiste. Et on oublie que ces réalités ont forgé des générations, en fait. Ouais. Et tu as fait de Kinshasa le centre du monde. Kinshasa, la capitale du cœur du monde. La capitale du cœur du monde. Oui, il y a un cœur du monde, c'est le Congo. Et sa capitale, c'est Kinshasa. Magnifique. Mais justement, vous venez de parler du chemin que fait Nili vers son père, vers sa culture paternelle. Mais le roman commence avec un éloignement de la figure de la mère. Oui. C'est pas une brèche. Et j'aimerais lire juste le premier paragraphe du roman qui est d'une violence extrême. J'aurais dû te noyer quand t'es né, j'aurais dû t'écraser avec une brique. Cette phrase, entendue enfant, me revient sans cesse en tête. C'est ainsi qu'a commencé cette histoire de paria, parce que, d'une façon ou d'une autre, elles nous ont détruites, nos mères. Elles nous ont donné tout ce qui les consume, la haine qu'elles nourrissent pour leurs propres désirs. Elles nous ont refourgué le paquet en nous disant « démerde-toi ». Mais moi, avec toi, mon fils, je ne pourrais pas faire autre chose que te faire grandir sans te mentir, sans t'effacer. C'est l'histoire en fait d'une relation très difficile à la mère. Nili, voilà, elle souffre énormément de la froideur extrême de la mère. Et son voyage vers le père est aussi une manière de reformuler ce rapport, cette transmission.
Et il y a une exploration d'une féminité extrêmement imprégnée par la maternité. Donc je me demandais si tu voulais parler un peu de ça, de ton approche à la féminité. Et je ne veux surtout pas dire féminisme. Alors, on m'a demandé si c'était un texte féministe. Alors, oui, autant mon deuxième roman, qui va paraître en septembre, oui, totalement. Autant ce texte, non. Je pense qu'il s'agit d'abord d'une recherche d'équilibre individuel entre, effectivement, le pôle féminin et le pôle masculin, le pôle maternel défaillant et le pôle paternel défaillant aussi. Et donc, comment on devient un individu complet au tout début, quand il y avait d'autres personnages autour de Nili dans son voyage et que le premier manuscrit était une autre histoire, il y avait un jeune homme, Ciprian, qui l'accompagnait et qui lui aussi parcourait. Donc j'avais envie comme ça qui lui aussi était dans cette recherche initiatique et j'avais envie d'avoir comme ça des sortes de deux pôles masculins et féminins qui avancent en équilibre et en complémentarité. Et c'est aussi pour cela qu'elle transmet à son fils. Elle pense qu'elle va avoir un fils, elle parle à un fils. Elle tombe amoureuse d'un homme qui est une vraie figure masculine et elle cherche un père. Donc il y a une présence des hommes qui est tragique, mais en même temps qui est la condition du futur pour elle. Et c'est en ça que c'est pas un texte féministe au sens où on peut l'entendre d'habitude, parce que la focalisation ne porte pas forcément d'emblée sur la question de sa condition féminine en tant que telle ou prise isolément, mais comment elle va s'inscrire dans sa filiation. Et donc du coup, la figure paternelle est recherchée, et importante, et constructrice, et nourricière en fait, dans son cas. Ce qui ne l'empêche pas, bien entendu, d'avoir des expériences avec ceux qui ne sont pas encore des hommes, qu'elle considère un peu comme des jeunes gens attardés qui sont pas finis, quoi, qui vont être ses amours parisiennes, etc., avant qu'elle rencontre le père de son enfant. Et qu'elle regarde avec âpreté et qu'elle considère justement ne pas encore être devenus des hommes, puisqu'ils ont des comportements blessants, infantiles, etc. et qui, elle, l'éloignent de son accomplissement féminin. Lorsque j'ai commencé à écrire ce roman, en fait, tout venait d'une sorte de voix poétique dans un texte où une femme parlait à son fils. Et à l'époque, aujourd'hui c'est une coïncidence que nous parlions de cette voix, puisque j'attends un fils à qui je parle aussi. Je ne lui dis pas les mêmes choses que Nili dit au sien, bien entendu, mais à l'époque, j'étais la fille, moi, de mes parents. Et la grande sœur, et la sœur, et la tante, et pas la mère. Et c'était important pour moi de trouver ce lieu de l'intimité absolue où une voix de femme ne peut jamais être brisée. Et je me suis dit, j'ai senti que c'était juste avant de donner vie. C'est-à-dire l'endroit de cette puissance, pas du tout phallique là pour le coup, complètement amniotique, liquide, fluide, poétique, musical. Mais c'est un endroit de force tel que, en tout cas, que ce personnage m'a fait découvrir, tel que je n'en avais jamais vécu ou conçu ou imaginé, même en littérature, en lisant. Et c'est ce qui est incroyable avec elle, c'est qu'elle nous emmène dans sa transformation vers le fait de devenir une femme complète, une mère. Alors une femme complète parce qu'elle retrouve sa filiation. Et donc aussi, elle rencontre les femmes qui existaient avant elle. Donc il y a une connexion qui se fait. Elle reconnaît dans les visages celui de sa grand-mère, sa cousine, elle reconnaît ses traits, elle reconnaît des choses de son corps finalement. Et des hommes aussi. Donc elle devient complète parce que sa filiation se complète. Et elle devient mère par-dessus cela. Parce que la filiation complétée rend possible la vie, en fait, le lieu de vie.
Et cette réflexion ensuite sur le corps féminin à partir de ce point interne très subjectif, radical, où elle juge le monde, hein, elle est très dure, m'a beaucoup fait réfléchir, bien entendu, à ce choix. Enfin, pourquoi la voix d'une femme? Est-ce que c'était par pure identification entre l'auteur et son personnage? Non, en fait, c'est parce que c'est le lieu de la force. Et je m'en rends compte en lisant des auteurs masculins contemporains. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux partent de la voix de femmes, qu'ils ne sont pas, pour écrire des textes qui parlent de leur pays, duquel ils se sont arrachés, de la douleur, des obstacles insurmontables de l'existence. D'ailleurs, dans ces textes, ils nous tuent, ils nous suicident, nous sommes mortes. Enfin bon, on traverse comme ça les pires choses que l'humanité puisse connaître. Et c'est fou, cette projection dans le corps d'une femme pour pouvoir dire ce point fondamental qui est le lieu de force à partir duquel un être humain peut traverser la vie et donner la vie. Justement, je t'ai entendu dire liquide, amniotique, et c'est vrai que le roman entier est traversé par l'image de l'eau, par la mer, le lac, etc. Et je pense que tu as un peu déjà répondu à la question que j'avais là-dessus. Comme l'olivier chez Giono et la littérature, l'eau est alors c'est pas simplement la vie, mais c'est la vie à partir de ce blues féminin. Oui. Et le blues qui est d'ailleurs aussi très présent. Moi, j'ai été très touchée aussi par le fait que tu abordes certaines... justement, tu parlais de colonisation du français. Moi, je pense à la créolisation du français. Voilà. Mais, et le fait que tu as pris le temps d'expliquer certains termes, on va dire, essentiels. Et pour moi, l'explication du mot d'or, je la trouve magnifique. Parce que c'est un concept en roumain... Bon, qui est devenu un peu galvaudé, qu'on emploie beaucoup pour parler tout simplement de nostalgie, n'est-ce pas, aujourd'hui, de dor. Oui, mais qui a une richesse qui va au-delà de la nostalgie. Absolument. Et je pense que tu fais un très beau travail pour l'expliquer, ou pour garder sa complexité, en fait. Et donc, je me demande si est-ce que tu pourrais nous lire un petit extrait, cet extrait-là, peut-être. Oui, si je le retrouve. Ou en tout cas, il y en a un où Nili, elle dit littéralement comme une sorte de dor quand elle parle à son enfant. Elena n'a jamais eu personne dans sa vie, en tout cas à ce que je sache. Je ne l'ai jamais vue avec un homme, sourire ou bien se donner la main, ni même parler à une distance physique inférieure à 1 mètre. Et jamais un homme n'est venu chez nous, ne serait-ce que pour un repas. Sauf l'ancien directeur de l'université. Il appréciait beaucoup ma mère, ce qui devait faire jaser la plupart des femmes qui la connaissaient. Bien que le directeur de l'université soit venu, il me semble uniquement quand j'étais présente, après l'école, et toujours pour un café, sans aucun écart de geste. Alta cafea, domnule Florescu? Da, vă rog frumos, domnișoară. Assise entre eux, je mangeais, le plus lentement possible, une tranche du salam des biscuits qu'ils nous offraient. J'écoutais leurs répétitions infinies, leurs scélérettes de querelles courtoises au sujet de la mélancolie. Monsieur Florescu soutenait que la mélancolie est une idée totalement étrangère en roumain, superflue, inutile, parce que nous avons le dor, et que le dor, c'est l'essence même de la tristesse âcre, acide et voluptueuse de vivre, tandis qu'Elena essayait de le convaincre que le dor n'est rien de plus qu'une variation locale de ce que les autres peuples appellent mélancolie, ou bien blues, ou de ce qu'un poète français avait encore nommé spleen. Bref, en tout cas ma mère, au fond, était d'accord avec le directeur à propos du dor, à la fois douleur et désir confondus, torsion intraduisible de l'abdomen et de la voix, que seuls ceux, comme Elena, comme moi, dont l'âme a été ballottée un jour depuis les Carpates jusqu'au portail transylvain, sont aptes à connaître. Et moi, je dégustais la rareté de ce salam des biscuits délicieux qu'il nous apportait pour le café, le directeur de l'université, M. Florescu.
Et puis la poésie, donc tu es non seulement philosophe, on a dit romancière, mais poète surtout, ou peut-être premièrement, je ne sais pas. Et j'ai même noté que certains, on t'a posé la question même, est-ce que c'est vraiment un roman parce que c'est tellement poétique. Est-ce qu'on va réussir à le lire jusqu'au bout? C'est quand même une histoire. Et c'est vrai que la langue, elle est extraordinairement belle. Merci. Qu'est-ce que ça te permet, ou est-ce que c'est pour toi une injonction, une nécessité? Est-ce que tu as essayé de sortir de la poésie pour le roman ou pas du tout? C'est tout à fait naturel. J'ai commencé par écrire un roman, donc l'idée venait de textes poétiques, la voix de ce personnage aussi, et puis de façon récurrente, il y avait des paragraphes comme ça qui étaient sa voix libérée et qui... Mais j'ai commencé par écrire un roman, donc j'ai fait un plan, puis un deuxième plan, un quatrième plan, un septième plan, puis j'ai choisi tous mes champs lexicaux, tous mes champs sémantiques, et puis j'avais des sous-parties et des sous-chapitres, comme je fais toujours. Et j'en bazarde 90%. Je me dis, ok, tu es capable d'élaborer un plan, c'est bien, hyper détaillé. Bon, c'est bien, en fait, tu as déjà écrit le livre. Maintenant, fais autre chose. Et il faut que la vie vienne s'injecter dans tout ça. Donc, j'ai un côté très... maniaque. Méthodique. Oui. Et en fait, maintenant, je peux le dire, c'est un défaut. J'ai un côté très maniaque. J'envie énormément les écrivains qui arrivent à écrire au fil de la plume, au fil de... Moi, je choisis toujours les univers à la fois linguistiques, mais aussi sémantiques, dans lesquels je vais travailler avant d'écrire. Et ça, c'est quelque chose qui me vient de mon rapport à la poésie. Parce que le mot qui désigne la chose... et le catalyseur, l'étincelle libératrice de cette lumière originelle poétique qui est dans la chose. Et donc, il n'y a pas n'importe quel mot pour dire une idée. Il n'y a pas d'idée, c'est d'abord la chair du mot. Et du coup, je pense que de façon paradoxale, j'ai quand même gardé ce rapport poétique à la langue à partir du fait de choisir d'abord le mot. Parce que... avant l'idée. C'est idiot, mais parce que parfois ça nous emmène là où on ne veut pas du tout aller finalement, ou ça nous conduit à ne pas pouvoir dire ce qu'on voudrait développer. Mais un essai est un essai, un roman est un roman, un poème est un poème. Voilà. Et j'ai pas écrit un essai. Et puis la voix de cette femme, il n'y avait aucune autre possibilité pour moi qu'elle soit que celle d'une voix poétique qui soit un blues, un fado. Vous voyez, ces voix au bord du fleuve, au bord de la rivière, on jette tout ce qui nous traverse en fait. Et ça impliquait que la langue soit sa force de vie. Et donc, c'était un choix de réécrire entièrement à partir de ce lieu-là tout le texte pour en faire un roman qui soit une voix poétique qu'on suit au fil de l'eau. Mais vraiment un choix. C'est pas forcément ma façon d'écrire tout le temps. D'ailleurs, je l'ai prouvé ces 2 dernières années et demie en écrivant un autre texte. Même si on revient toujours à ce qu'on aime, à ses amours en littérature. Et donc, forcément, cette façon très singulière de faire avec la langue, c'est quelque chose qui m'attire tout le temps. Mais je ne peux pas le faire tout le temps avec tous les personnages, ce serait malhonnête. En revanche, avec Nili, il n'y avait aucune autre possibilité de la faire exister que par cette poésie très puissante. Et je suis la première j'ai l'impression d'avoir été comme son amie ou sa sœur et de l'avoir accompagnée pendant 2 ans. Et elle m'a entraînée comme ça dans des lieux, en littérature, dans des découvertes humaines, un regard particulier sur les relations humaines. Peut-être qu'elle a aussi débloqué, du coup, chez moi, pas mal de choses. Et ça, c'est par la force de sa poésie. C'est pas celle de l'auteur, là, c'est vraiment celle du personnage. Alors, merci beaucoup, Annie. Merci d'être venue. Merci de m'avoir reçue, c'est un plaisir. Alors, je dois rappeler que les 2 livres, parce que le livre vient de sortir en poche, ils sont disponibles en grand format et en format poche.
dans toutes les librairies du monde. Alors, si vous voulez connaître cette histoire, cette belle histoire, ce voyage de Nili depuis son pays jusqu'au bord du lac Kivu au Congo, allez-y, allez chez votre libraire, vous le trouverez. Merci encore, Annie. Et merci à vous, chers téléspectateurs, chers amis, qui suivez cette émission un peu partout. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à nos amis d'Haïti Inter, la team, Guy, Cheita. Merci Eliana. Merci Gerda Kadosta d'avoir été avec nous. Et on vous donne rendez-vous dans pas longtemps.